Salut à tous, alors on se retrouve, nous sommes mardi, je n'ai pas du tout filmé hier parce que j'avais mal à la tête et que je n'étais clairement pas en état et qu'au-delà de ça, j'avais pas du tout envie. J'ai pas beaucoup lu hier, du coup évidemment, je me suis un petit peu rattrapée aujourd'hui mais j'ai pas non plus beaucoup avancé. Alors que je le devrais puisque j'ai plein de choses à lire, que j'ai toutes mes lectures communes pour l'Explore à livre à faire qui ne sont pas du tout entamées, que j'ai ma lecture à faire pour le défi lecture avec Pénélope que j'ai pas du tout entamé. On est large, on est quoi, le 24? Tout va bien, pas de stress, ça va aller. Bref, je me suis rendu compte en montant et clôturant le vlog de la semaine dernière que je n'avais pas du tout fait de retour sur Circé alors que je l'ai terminé et que c'était une très bonne lecture. J'ai pu me poser en début d'après-midi pour tout écrire ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais je pense que c'est important que je parle de cette lecture parce que c'était une très bonne lecture. Je vous ai déjà un petit peu parlé de Circé, donc je vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit la semaine dernière. Mais je vais vous développer quelques points que je trouve essentiels et qui pourraient peut-être vous donner envie de le lire et ça serait une bonne chose à mon sens. Donc déjà, Circé, je trouve que c'est découpé en 3 grandes parties à mon sens qui sont assez significatives en termes d'évolution du personnage. On va d'abord avoir une partie qui va être tout ce qui est enfance, adolescence et sa vie avec les dieux, notamment son père Hélios qui est le dieu du soleil. Puis on va avoir une deuxième partie qui va être toute la partie concernant l'exil et un peu la maturité de Circé, en tout cas toute cette période où elle est sortie de l'adolescence et elle va commencer à mûrir, à changer, à évoluer, à grandir, à avoir ses propres idées et sa propre vie. Et on va avoir une dernière partie qui va être relativement courte, mais qui serait plutôt l'émancipation, la transcendance totale de toute la deuxième partie, donc un peu cette finalité où ça la mène où la mène en fait toutes ses réflexions, tout ce qu'elle a fait les 1000 années précédentes, puisque je crois qu'à la fin elle a 1000 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on y va pour les grands thèmes et ce que j'ai relevé d'intéressant. Donc la première partie autour de l'enfance de Circé est assez dure, ou en tout cas assez dure qu'on a un peu d'empathie pour les enfants. Parce qu'on voit un personnage qui est extrêmement maltraité dans son enfance. Elle est maltraitée par sa mère, elle est maltraitée par son père qui en fait s'en fout un peu, elle est maltraitée par ses frères et sœurs, elle est soumise, extrêmement soumise à son père, elle est extrêmement soumise à ses frères surtout, son frère, un de ses frères. Enfin, elle a une enfance qui est franchement pas drôle, qui est très difficile, qui est très douloureuse, où on la rabaisse constamment, où on lui dit en gros qu'elle n'est pas belle, qu'elle a une voix de, je sais plus à quoi on la compare, mais en gros une voix trop aiguë, que voilà. Elle est constamment rabaissée parce qu'elle n'a pas de pouvoir, parce qu'elle n'a pas de don divin, parce qu'elle n'a même pas la beauté pour elle, alors que, a priori, descendant d'une nymphe, elle devrait au moins être jolie. Voilà. Donc, toute cette partie-là est assez dure à lire. Très franchement, moi j'ai trouvé ça assez dur parce que c'est toujours un peu douloureux de voir un enfant qui est traité de cette façon-là. Le seul point, le seul moment où on sent qu'il y a une cassure, on sent qu'il y a quelque chose en plus et qui va se développer par la suite, c'est le moment où elle va rencontrer Prométhée, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est le dieu qui était du côté des humains et qui a aidé les humains à avoir le feu et à développer des techniques pour survivre sur la Terre qui étaient clairement hostiles. Mais le reste du temps, sinon, elle est extrêmement soumise, elle est quand même très malheureuse. Et même les rares fois où il va se passer des choses qui pourraient être positives, quand elle va un peu découvrir ses pouvoirs, quand elle va réussir à tomber amoureuse et qu'elle pense qu'elle va réussir à faire quelque chose de cet amour, et bah ça finit mal. Elle est rejetée, elle est traînée plus bas que terre en fait. Et c'est franchement assez. Moi je trouve ça toujours un peu dur à lire quand je vois des enfants traités de cette façon-là. Même si c'est un personnage mythologique, je veux dire, ça fait quand même référence à beaucoup de choses dans notre société, tout ce qu'elle entend. Et c'est à ce point que je veux arriver, c'est que Circé, on voit bien toute l'éducation qu'elle reçoit. Et on voit bien que cette éducation, c'est une éducation qu'on connaît en fait. C'est une éducation qui est assez proche de celle qu'on peut voir, à savoir quand on est une fille, on doit être jolie, quand on est une fille, on doit être conforme aux attentes de la société, quand on est une fille, on doit être soumise notamment aux garçons. Quand on est une fille, on doit ne pas faire preuve d'autre chose que de badinage et surtout, on est éduqué à être en constante et permanente compétition avec les autres femmes. Et c'est ça qu'on voit. C'est la compétition permanente entre les femmes, notamment avec sa sœur, mais pas que, puisqu'elle vit à la cour du dieu Hélios, où il y a beaucoup de nymphes, beaucoup de néréides, beaucoup de femmes, et qu'elles sont tout le temps mises en compétition à la plus jolie, à celle qui a la plus jolie voix, à celle qui est la plus spirituelle, à celle qui est la plus drôle, à celle qui a le plus de pouvoir.
etc. etc. Et ça montre quelque chose de notre société et je pense que c'est une volonté de l'autrice, bien évidemment. On en arrive à cette deuxième partie qui finalement arrive relativement rapidement, la première partie n'est pas extrêmement longue, où elle se retrouve mise en exil. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de pourquoi, mais elle est mise en exil. Et à ce moment-là, elle se retrouve, et ça j'en ai parlé aussi la semaine dernière, elle se retrouve totalement seule sur une île. Alors, elle n'est pas sur une île déserte dans une cabane, hein. Elle a quand même une très belle demeure, elle a de la nourriture à foison, elle est très très bien logée dans des trucs pleins d'or et de faces et tout ce que vous voulez. Mais au demeurant, elle est toute seule. Et là, c'était un de mes passages préférés, je pense, du roman, parce qu'à partir du moment où elle se retrouve seule, elle se libère totalement du carcan de la société, en tout cas de celle de son père. Elle se libère totalement du poids et du regard d'autrui, et qu'elle peut enfin s'émanciper de tout ça. Elle apprend à aimer la solitude, elle apprend à aimer pouvoir faire ce qu'elle veut sans être jugée, et par là j'entends marcher pieds nus, avoir les pieds sales, avoir les ongles sales parce qu'elle a farfouillé la terre, ne pas être bien coiffée, ne pas être bien habillée, personne pour lui dire qu'elle a une voix qui est affreuse. Juste, elle apprend à aimer sa vie et à s'aimer elle-même. Et c'est un passage qui est très très intéressant, et encore une fois qui montre à quel point on est dépendant, et surtout dépendante, du regard de la société sur nous pour nous épanouir. On la voit totalement prendre le contrôle sur sa vie, on la voit totalement prendre le contrôle sur son île en fait. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il y a des hommes qui sont sur des bateaux, qui sont un peu en naufrage, qui débarquent sur son île. Et au début, elle est hyper heureuse parce qu'elle se sent proche des humains, puisqu'elle a appris que, en fait, cette voix qu'on lui trouve affreuse, en fait, c'est parce qu'elle a une voix qui est proche de celle des humains. C'est Hermès qui lui apprend ça. Et on la voit accueillir ces humains, ces hommes, avec un petit H, à bras ouverts. Et encore une fois, elle est trahie, elle est trompée, elle est maltraitée. Et à partir de là, elle prend un nouveau niveau en termes de badass, puisqu'elle décide que tous les hommes qui viendront sur son île, puisque les hommes sont des porcs, et bien de les transformer en porcs, et qu'ils sont beaucoup plus mignons et beaucoup plus gentils une fois qu'ils ressemblent à des petits cochons tout roses. Et c'est ce qu'elle fait. Vague d'hommes après vague d'hommes, elle les voit arriver, elle les voit commencer à se dire que oh, une femme qui vit seule ici, on va pouvoir en profiter. Et puis, paf, elle les transforme, et là, c'est eux qui ont peur, et c'est elle qui reprend le pouvoir. C'est un passage qui est évidemment très intéressant, parce que d'une part, il est difficile plutôt d'être dans l'empathie avec ces hommes qui sont vraiment d'affreuses personnes, hein, concrètement, puisqu'ils viennent chez elle, ils profitent de son hospitalité, ils profitent de son vin, ils profitent de sa nourriture, et ensuite ils aimeraient profiter d'elle tant qu'à faire, puisqu'elle n'a pas d'homme ou de frère ou de fils pour la protéger. Donc il est difficile d'être en empathie avec ces hommes qui sont transformés en cochons puis qui sont saignés. Faut le dire, franchement, moi en tout cas j'avais pas d'empathie pour eux quoi. Et surtout on voit que Circé, enfin, elle reprend le contrôle et qu'elle ne se laisse plus faire par les hommes, et là j'entends homme, que ce soit Dieu ou humain. Et elle agit en fait. Elle n'est plus soumise, elle n'est plus la victime, et elle refuse un peu ce destin de nymphe, parce que je sais pas si vous savez, mais dans la mythologie, les nymphes se font à tour de bras violer par les humains, et par les dieux d'ailleurs, parce qu'elles ne sont là que pour ça, hein. Elles sont jolies, elles sont mignonnes, elles savent pas s'enfuir, donc on en profite. Et Circé refuse ça, et là on prend un nouveau niveau, et on a un nouveau personnage qui commence à émerger. Autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est tout ce qui va concerner l'amour, parce qu'à partir du moment où Circé se retrouve sur son île, donc elle a un premier amour quand elle est, que j'ai évoqué rapidement, quand elle est chez son père qui se termine mal, et une fois qu'elle est seule sur son île, en fait, elle commence à, Hermès commence à venir la voir, à la fréquenter, parce que ça l'amuse un peu sa situation, parce qu'Hermès il est pas là par amour ou par gentillesse, il est là parce que en gros, Circé veut bien l'accueillir, veut bien coucher avec, mais ensuite il faut qu'il dégage, et lui ça l'intrigue parce qu'il n'est pas habitué à se faire un peu envoyer péter concrètement. Et elle va avoir une première relation qui va être purement physique, où il n'y a pas d'amour, et c'est aussi une façon pour elle de s'émanciper, cette relation qu'elle a avec lui, parce que vu qu'elle n'a pas d'amour pour lui, elle n'a pas de scrupule à l'envoyer bouler quand elle en a marre, à lui dire rentre chez toi maintenant. Et c'est intéressant, parce qu'encore une fois, ça montre que c'est une possibilité dans la vie d'une femme de s'émanciper de cette façon-là aussi, et de ne pas être obligée de développer une relation amoureuse pour avoir des relations avec un homme ou des hommes. Et c'est hyper intéressant. Je pense sincèrement qu'on peut faire un gros parallèle entre Circé toute sa vie et la vie des femmes dans nos sociétés, en tout cas dans nos sociétés occidentales, ça c'est sûr. Et toutes ces relations qu'elle va nouer avec différents hommes, puisqu'il n'y aura pas qu'Hermès,
que ce soit Hermès en tant que dieu ou d'autres qui sont vraiment des humains, vont la pousser à évoluer, à réfléchir, à découvrir ce qu'elle accepte ou ce qu'elle n'accepte pas, vont lui apprendre qu'elle peut être respectée, comment elle peut comment dire, avoir le reflet des autres, enfin son reflet à elle dans le regard d'autrui, et que ça peut être flatteur, ça n'est pas forcément, elle n'est pas toujours vue comme une souillon avec une voix aigriarde. Et tout ça, ça l'a fait évoluer, ça l'a fait grandir, ça l'a fait réfléchir, et c'est aussi un aspect très intéressant parce que elle a peu de relations avec les gens, hein, elle est en exil concrètement, mais ce qu'elle en a, elle arrive à en tirer quelque chose et elle arrive à faire évoluer ça et à transcender tout ça pour elle toujours être plus forte, plus grande, plus puissante. L'autre point qu'on va voir dans cette deuxième partie qui concerne l'exil, ça va être la maternité, puisqu'elle va avoir un enfant, un garçon. En fait, cette maternité va être hyper intéressante encore une fois parce que je pense encore une fois que l'autrice a voulu faire passer un message, puisque Circé, de sa grossesse jusqu'à, je sais pas, plusieurs années après la naissance de son fils, elle va juste en chier. Elle va avoir une grossesse affreuse, où elle va être malade absolument constamment, puis elle va accoucher seule, elle va évidemment devoir se débrouiller et être hyper angoissée parce qu'elle comprend très rapidement qu'Athéna ne veut pas que cet enfant arrive, donc l'empêche d'accoucher et empêche la déesse qui aide à accoucher de venir l'aider. Donc elle doit se faire une césarienne toute seule, entre autres. Et puis ensuite, son fils va être un bébé quand même assez difficile, puisqu'il va absolument constamment hurler pendant au moins 3 ans, je crois, et qu'une fois qu'il va arrêter de hurler, il ne va faire que mettre sa vie en danger, et qu'elle a les déesses, qu'elle sait que son fils est un mortel, et qu'elle a constamment peur qu'il se tue, d'autant plus qu'elle sait que Athéna veut qu'il meure. Donc elle va vivre des années hyper difficiles avec cet enfant. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est une déesse, mais elle n'est pas au-dessus des lois de la maternité classique. Et c'est aussi une façon de montrer que la maternité, on a beau aimer très très fort ses enfants, c'est pas facile. Être enceinte, ça n'est pas facile, accoucher, ça n'est pas facile. Et surtout s'occuper d'un bébé en postpartum, c'est hyper difficile. Et tous les bébés ne sont pas de jolis petits bébés tout mignons, tout gazouillants et dormant 20 heures par jour, comme des chatons. Ça n'est pas vrai. Il y a des bébés plus ou moins difficiles, en tout cas qui s'expriment de manière plus ou moins forte. Et puis il y a des périodes aussi. Et ça va parler de tout ça. Et c'est une manière, je pense, de la part de l'autrice d'un petit peu déculpabiliser en disant bah oui, c'est pas évident et il n'y a pas de raison que ça le soit. Et regardez Circé, qui est une déesse, et bah pour elle aussi c'est difficile. Et c'est bien fait parce que la maternité, pour Circé, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'elle apprend au fur et à mesure. Elle a toutes ces peurs de mère qu'on peut ressentir ou pas d'ailleurs, mais de pas savoir faire, de mal faire, de pas trouver la bonne solution, peur pour la vie de son enfant, peur qu'il ne l'aime pas. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là sont évoquées. Et je pense que c'est important que ça le soit et que c'est important de mettre en avant ces choses-là aussi. Pour son fils, elle est prête à tout, elle va faire beaucoup de choses, elle va sacrifier beaucoup de choses, elle va porter beaucoup de choses. Mais ça n'empêche pas qu'une fois qu'il va être un peu plus grand et qu'il va pouvoir un minimum se gérer toute seule et qu'elle va pouvoir retrouver un petit peu une vie juste au moment où il commence un peu à dormir la nuit par exemple et qu'elle va pouvoir se remettre à ses potions, se remettre à ses sortilèges, se remettre à son jardin et à faire autre chose que de s'occuper de lui constamment tout le temps parce qu'il hurle tout le temps, et ça va lui faire du bien et elle va dire, je sais plus très bien comment, mais en gros elle aurait aimé qu'on lui dise qu'à un moment ça allait s'arrêter, elle aurait aimé qu'on lui dise qu'à un moment il allait se calmer, qu'il allait grandir et que c'était normal en fait que ça se passe, enfin en tout cas que c'était pas anormal que ça se passe comme ça et qu'à un moment ou un autre les enfants ça grandit et ça arrête de pleurer et ça finit bien d'une façon ou d'une autre par dormir. Et ça aussi c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Quand on voit, je en parle en tant que mère, hein. Moi quand je vois des gens qui disent mon enfant de 2 mois fait ses nuits ou je ne sais pas ce genre de choses, il a jamais pleuré, je vois beaucoup ça passer, hein. Des enfants même de 6 mois qui font leur nuit. Bon, moi le mien perso, il va avoir 2 ans, il fait toujours passer de nuit quoi. Et c'est pas anormal en fait. Et c'est pas facile, mais ça passe, ça va passer un moment ou un autre. Les enfants grandissent et il est important de se sentir soutenu là-dedans, mais aussi de s'entendre dire qu'à un moment ou un autre ça va passer, qu'il faut tenir, que c'est pas drôle, c'est pas facile, oui, avoir de la compassion, mais ça va passer. Ça ne va pas durer toujours, même si on a l'impression que c'est un gros tunnel, ça va passer. Bref. Donc tout l'aspect maternité était vraiment très enrichissant pour le personnage de Circé, ça lui apprend beaucoup de choses, à la fois sur elle, à la fois sur le monde, sur les humains,
sur ce qu'elle est capable de faire, sur le fait de dépasser ses limites et aussi d'apprendre à connaître ses limites. Et c'était vraiment un sujet qu'on sent qui est très important dans l'ouvrage et qui, je pense, est un ajout de Madeline Miller parce que je ne pense pas que dans le mythe d'origine, il y ait un gros aspect maternité parce que de manière générale, les dieux et les déesses et la paternité ou la maternité, c'est quand même pas trop ça. Mais il faut pas oublier que je pense que Madeline Miller a voulu faire une Circé qui est beaucoup plus proche d'une femme que d'une déesse. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. On passe sur la troisième partie qui va être, pour moi, je ne saurais pas la nommer, mais vraiment le moment où elle transcende totalement cette émancipation et ces 1000 ans d'apprentissage sur l'amour, la vie, la maternité, le monde des dieux, des déesses, etc. Et où enfin elle peut régler des choses et ça commence avec le fait pour elle de défier son père qui est la figure masculine par excellence qui pour elle est la plus forte, bien plus que Zeus, et où elle va le défier, elle va le mettre face à ses choix à elle en lui disant bah, en fait t'as pas le choix, tu vas faire ça, ça et ça comme ça et c'est tout. Et il lui dit, je sais plus ce qu'il lui dit mais en gros t'as pas intérêt de me faire honte et elle lui répond bah en fait la prochaine fois que tu compteras tes enfants bah me compte pas dedans quoi. Et elle s'émancipe de ce dernier lien qui l'a rattaché à plein de choses négatives qui est le regard de son père sur elle et sur sa vie et elle arrive à s'en émanciper, elle se libère de cette espèce de relation non existante mais hyper toxique et à partir de là elle peut enfin être qui elle veut et faire ce qu'elle veut et faire ses choix sans ne plus craindre quoi que ce soit. Et c'est une partie qui est assez courte mais qui est aussi très intéressante parce qu'elle va faire des choix peut-être surprenants pour une déesse, parce qu'elle va régler plein d'histoires qui la tracassaient et parce qu'elle va mettre un point final à plein de choses et surtout qu'elle va recommencer une nouvelle vie et vraiment recommencer une nouvelle vie et à tous les niveaux et partir sur un autre chemin où elle va choisir d'accepter. Elle va accepter d'avoir peur, elle va accepter le temps qui passe, elle va accepter d'être faible, elle va accepter que tout ne soit pas toujours parfait, mais surtout elle va se dire bah il faut continuer et elle va continuer. Et c'était très beau et moi j'ai beaucoup aimé la fin. Bref, vous voyez, il y a plein de choses à traiter dans Circé, c'est vraiment un roman qui est très riche et très intéressant. Je pense effectivement qu'il y a relativement peu d'action, donc si on cherche de la romance, de l'action et tout, on n'est clairement pas là-dedans. On est vraiment dans un livre qui prend un mythe, le réécrit et veut mettre en avant des parallèles avec les femmes de nos sociétés, des parallèles avec comment on vit dans nos sociétés. Et je pense qu'il faut le voir aussi un peu comme ça. Au-delà de ça, l'écriture est excellente. Madeline Miller écrit très bien. Alors je lis en traduction, mais je suppose que le traducteur n'a pas tout refait et que a priori on est quand même sur une écriture de qualité. Je sais pas si certains l'ont lu en VO, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça se lit vraiment très bien et pourtant c'est quand même 500 pages. 500 pages en poche, mais ça se lit vraiment très bien, c'est très intéressant. Si on aime la mythologie, on est servi à foison, bien plus que dans le Chant d'Achille, parce que alors là on voit tous les mythes passés. Dernier petit point que je voulais évoquer, dont j'ai déjà parlé, donc je vais aller rapidement. Je mets un plus sur la manière dont sont représentés les dieux et les déesses, parce qu'ils sont représentés de manière très proche de la mythologie antique et non pas dans une vision moderne des choses. Les dieux n'ont pas de pitié, les dieux ne sont pas gentils, les dieux sont égocentriques, les dieux ne s'intéressent qu'à leur personne, les dieux prennent ce qu'ils veulent et se fichent des conséquences. Et même les plus petits qui ont moins de pouvoir, s'ils peuvent écraser quelqu'un en dessous d'eux, ils le feront, à savoir en l'occurrence les humains. Les dieux ne sont pas de bonnes créatures, bien au contraire, ils sont extrêmement cruels, extrêmement durs. C'est lié au fait qu'ils sont immortels et que pour eux, la vie d'un humain ne représente rien du tout. Vous imaginez bien. Mais cette représentation des dieux ne doit pas vous surprendre. Elle est proche, très proche de la véritable mythologie. Et je trouve que Madeline Miller a très bien réussi ça. Parce qu'on n'est pas dans du fantasme. On est dans ce qui est de plus proche, en tout cas, de la mythologie antique. Et de ce qu'on peut retrouver des écrits de la mythologie antique. Toutes les figures de dieux qu'on a tendance à apprécier, typiquement Athéna, etc., ne sont pas plus gentilles que les autres, je vous le dis. Athéna n'est pas gentille, Zeus n'est pas gentil. Bon alors limite Zeus, on sait que c'est un gros pervers et tout ce qu'on veut, donc admettons. Mais même les déesses les dieux et déesses comme Hermès qui ont peut-être une aura plus sympathique, alors oui, ils sont moins affreux qu'Hélios ou Zeus, mais ils sont pas gentils. Ils ne sont motivés que par leur plaisir personnel, que par leur envie, que par leur propre peur, et le reste ils s'en foutent. Et c'est ça qui est montré là-dedans, et c'est très bien fait. On voit aussi le personnage d'Ulysse, vous imaginez bien quand même, on parle de Circé, on parle forcément d'Ulysse, et lui aussi, et je pense que ça va surprendre plein de gens, ou que ça a surpris plein de gens,
Ulysse est un personnage qui est très duel. C'est-à-dire qu'on a la vision d'Ulysse un petit peu, je pourrais presque dire sacralisée dans notre imaginaire occidental moderne, où Ulysse est un personnage qui va être très attachant, qui va être plus sympa que les autres, parce qu'il est moins guerrier, parce il est rusé, qu'on voit ça comme quelque chose d'un peu positif, Et c'est vrai, il a plein de qualités, Ulysse, mais il ne faut pas oublier que dans la mythologie antique, il était vu comme quelqu'un de rusé, et que la ruse était très mal considérée dans l'Antiquité, et qu'il n'est pas vu que comme un personnage positif dans l'Antiquité. Il est vu comme un personnage qui manipule, il est vu comme un personnage qui va user de ses talents intellectuels pour parvenir à ses fins, hein, je veux dire, et pas toujours des fins qui sont, des fins qui sont dans son intérêt à lui, en fait, tout simplement. C'est un héros grec, il ne faut pas l'oublier. Les héros grecs, pareil, ne sont pas gentils. La seule chose qui les motive, c'est la gloire qu'il va rester de leurs aventures. Et Ulysse, comme les autres. Alors, il est peut-être un peu plus sympathique que les autres pour plein d'aspects et plein de raisons, mais ça reste un héros grec qui veut rester dans les mémoires, qui veut faire la guerre, voilà. Et ça, faut pas l'oublier. Je pense que Madeline Miller va un petit peu plus loin concernant le retour d'Ulysse, qui est aussi très intéressant, parce qu'elle va un petit peu traiter de syndrome post-traumatique, et c'est Pénélope qui va l'évoquer, puisque Ulysse, après ses 10 ans de guerre et ses 10 ans d'errance sur un navire, est un peu traumatisé concrètement, et à la fois il a envie de repartir parce que, après avoir vécu toutes ces aventures, revenir à la vie où il s'occupe de chèvres, ça lui convient pas, et en même temps il a gardé des traumatismes de tout ça, il a gardé un peu un goût amer parce que il a l'impression de ne pas avoir assez marqué Troie, pas avoir assez marqué les mémoires, et ça le travaille beaucoup. On va avoir un personnage qui, une fois qu'il est revenu, est assez quand même nuancé. Et surtout, quand Circé et Pénélope vont échanger autour d'Ulysse, on va se rendre compte que la belle vision qu'on a dans un premier temps d'Ulysse n'est plus si belle ensuite, et même pour Pénélope qui est sa femme et lui a été fidèle toutes ces années. Et j'en viens enfin au personnage de Pénélope qui a été très très bien écrit à mon sens, que j'ai adoré, parce qu'on voit un personnage qui est extrêmement intelligent, extrêmement lucide, qui est aussi quelque part rusé, mais pas dans l'aspect un peu négatif de son époux, qui en fait aurait pu être une grande politicienne, qui aurait pu être quelqu'un d'éminent, mais qui est une femme, et donc qui n'a rien d'autre à faire, en tout cas selon les hommes, que de faire des tapisseries, fermer sa bouche, trouver un nouvel époux pour pondre des héritiers, ou alors attendre son mari en étant fidèle, même si lui ne l'est pas, hein. Et on sent tout ce potentiel un peu gâché, et Circé va discuter avec elle, et c'est très intéressant, il va lui proposer quelque chose qui va permettre à Pénélope d'exploiter ses capacités qui malheureusement ont été trop longtemps gâchées. C'est pour proposer une écriture d'une femme qui est, je pense, vraiment très intéressante, et qui propose quelque chose en fait, qui propose quelque chose d'autre. Je pense que le personnage de Pénélope, comme tous les personnages de la mythologie, toutes les femmes de la mythologie, on a de quoi exploiter en fait, on a de quoi créer des choses autour. C'est bien qu'il y ait des autrices pour le faire, parce que voilà. Et bref, Pénélope est peu développée, mais le peu qu'on voit c'est hyper intéressant. Je vous invite à découvrir aussi les liens qu'elle va tisser avec Circé, puisque en théorie elles sont rivales, puisque Circé a quand même couché avec son époux et fait un enfant avec en l'occurrence, mais toutes deux sont plus intelligentes que ça, et il y a une sororité qui se met en place, et je pense que c'est la seule de tout l'ouvrage, et c'est la seule fois où on voit deux femmes qui ne sont pas en concurrence, et c'est lié, je pense, au fait que ce sont deux femmes plus âgées, plus matures, qui ont passé un peu cet âge de concurrence entre femmes, et qui sont capables d'avoir du recul sur le passé, sur ce qui s'est passé, et sur leur expérience. Bref, je pense que j'ai bien parlé de Circé, mais vraiment, c'était une excellente lecture. Je vous invite à la lire, je vous invite à le découvrir. Je vous préviens que, encore une fois, peut-être que certaines idées reçues que vous avez sur la mythologie vont être un petit peu démontées parce que c'est pas romantisé. Peut-être qu'il n'y a pas énormément d'action, bien que. Peut-être que c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire, mais ça vaut le coup parce que c'est bien écrit, parce que c'est intelligent, parce qu'il y a tellement de thèmes traités qui sont intelligents. Bref, excellente lecture. Donc si vous avez l'occasion, lisez-le sans vous attendre à ce que ça soit épique, parce que c'est assez peu épique, salé par petites touches, mais on n'est pas dans l'écriture, c'est pas un roman épique quoi. C'est vraiment un roman réflexif à plein de moments. C'est un roman, c'est un roman qui montre une vie en fait, donc avec ses hauts, ses bas, etc.
Bref, sinon, en termes de lecture, j'ai presque terminé Tresse de la mer d'émeraude en lecture commune avec Pénélope. Il nous reste, je crois, 150 ou 200 pages. Donc on va essayer de finir ça pour mercredi. Peut-être, je pense. J'ai lu 2 graphiques, 2 romans ce week-end, mais ça c'est dans le vlog de mercredi, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et enfin, j'ai assez peu avancé la justice de l'Ancillaire, donc je ne vais pas revenir pour le moment dessus. En revanche, la semaine dernière, j'ai lu Le Roi des Fauves, dont il faut que je vous parle, mais je le ferai plus tard parce que là, j'ai assez parlé pour le moment. Donc, je reviendrai dessus plus tard, je vous en reparlerai. Ça va être assez rapide, on va pas être sur un gros point lecture sur Le Roi des Fauves. Et puis, bien voilà, je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous dire concernant l'avancée de mes lectures. Donc, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, on est mercredi, je suis allée ce matin en librairie, vous avez dû le voir je pense. J'ai vu plein de trucs qui me faisaient évidemment hyper envie, notamment je pense à Morgane Pendragon, je pense au dernier Jaworski. J'ai vu aussi... J'ai vu pas mal de trucs de SF, pas mal de trucs cool, pas mal de sorties. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, les éditions J'ai lu ont sorti une nouvelle édition de l'Assassin Royal, mais je suis un peu déçue parce que j'espère depuis longtemps, et j'espère encore, qu'il y aura une très belle édition. Je n'ai pas envie d'acheter des poches, même si les couvertures sont sympas, et bien que moi je suis pas ultra fan non plus. Donc bon, j'espère qu'un jour ils nous feront une belle édition collector de l'Assassin Royal en intégrale, parce que c'est vraiment des livres que j'aimerais avoir en édition de qualité quoi. Bref, peu importe. Comme vous avez pu le voir, je pense dans les images, j'ai terminé la justice de l'Ancillaire ce matin. J'ai lu beaucoup hier soir et il me restait 50 pages ce matin. Et je l'ai terminé à la médiathèque vite parce que je voulais le rendre tant que j'y étais. Donc voilà, c'est fait. Je vais pas trop revenir dessus parce que je pense que j'aurai beaucoup de difficultés à en parler. C'est un bouquin qui est très spécial, qui est relativement complexe. J'ai compris, mais je pense que j'ai pas tout compris. Et j'en ai parlé un peu avec Marion qui m'a dit que je n'étais pas la seule dans ce cas. En tout cas, c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on va se faire le tome 2 en lecture commune avec des gens du Galactic Book Club, donc c'est trop cool, je suis contente. Donc début février. Qu'est-ce que je peux vous en dire quand même pour vous donner envie? En gros, on va suivre une intelligence artificielle qui était l'intelligence artificielle d'un vaisseau. Et en fait, dans cet univers, comment dire, on prend des humains qui sont des prisonniers, on prend leur corps en fait et on implante des intelligences artificielles dedans, sauf que dans 20 corps, on va implanter la même reliée à un vaisseau. Donc les 20 corps en fait sont une espèce d'unité fragmentée, mais tous peuvent communiquer, tous voient et ont accès à toutes les données de chacun, et le vaisseau a accès à tout ça évidemment. Et en fait, on va suivre un de ces corps, une de ces intelligences artificielles fragmentées qui a été séparée de son vaisseau. On apprend très rapidement que le vaisseau a été détruit ainsi que tous ses autres corps et on sent bien que cette intelligence artificielle un peu perdue toute seule et un peu... c'est difficile quoi, je veux dire, je pense, d'avoir fait partie d'un tout et de se retrouver une unité toute seule sans pouvoir avoir accès à toutes ses capacités et à toutes les choses auxquelles on avait accès avant. Bref, elle va quelque part pour chercher quelque chose et elle rencontre un commandant ou un capitaine,
un ancien capitaine, je crois, ou lieutenant, enfin je sais plus, mais quelqu'un qui a travaillé sur son vaisseau, mais c'était il y a 1000 ans. Et elle le sort du ruisseau parce que il est dans un très sale état. Elle va l'aider. Elle sait pas. Je dis elle parce que tout est genré au féminin et que c'est elle l'intelligence artificielle en plus. Mais je n'ai aucune idée des genres des personnages hein, concrètement. Et même si ça a été dit à un moment ou à un autre, moi ça m'est passé au-dessus. Pour moi, c'est tout le monde elle. Bref, elle va aider cette personne. Elle va la prendre avec elle. On va suivre sa quête où elle va très rapidement donner, en tout cas au lecteur, ses intentions, le but qu'elle poursuit, ce qu'elle veut faire. Et voilà, je peux pas trop en dire parce que je veux pas trop spoiler. En même temps, j'ai envie d'en dire plus parce que j'ai envie que ça donne envie. Très sincèrement, c'était pas la plus facile, à mon avis, des lectures de SF que j'aurais pu faire pour débuter. Bien que je dis débuter, mais je lis plein de trucs de SF, c'est juste que je lis pas ce genre de SF un peu spatial et tout quoi. Mais c'était vraiment chouette, c'était vraiment pas mal. J'ai accepté de pas tout comprendre. J'ai accepté de passer aussi quand je voyais que ça rentrait pas et que c'était trop complexe. Et j'ai compris, je pense, 80% des tenants et aboutissants et de l'histoire et des subtilités, quoi. Il y a quelques trucs qui étaient un peu plus difficiles à saisir, mais peut-être aussi que c'est fait exprès pour être dévoilé dans la suite, quoi. Et comme le dit très bien Marion, c'est bien quand on a des réponses, mais pas trop, il faut une juste mesure, et là, c'est le cas. Donc, c'était une super lecture, je suis très contente de m'être lancée, de l'avoir faite, parce que j'y serais pas allée spontanément, vous voyez, et le fait que ça soit dans ce cadre de lecture commune, bah ça m'a motivée, ça m'a donné envie, et je ne regrette pas du tout. Voilà, donc ce livre-là est rendu. J'ai attaqué Lien de sang d'Octavia Butler en lecture commune avec une copine d'Insta. Donc on s'est un peu découpé ça par partie. Je vais lire la partie 1 aujourd'hui. Enfin la partie 1 et 2 parce que la 1 est très courte, elle fait quelques pages. Donc 1 et 2, en gros 80 pages aujourd'hui. Et puis je vous en reparlerai, là j'ai lu juste vraiment 2 chapitres quoi. Mais ça démarre sur les chapeaux de roue, j'en suis assez étonnée. Mais c'est très bien. Et enfin, en termes d'autres lectures communes, ce soir avec Pénélope, on finit Tresse de la mer d'Émeraude parce qu'il nous reste 100 pages et ça se lit tellement bien. Et puis on va enchaîner demain sur une autre lecture commune, mais je vous en reparlerai. Ah si, et je suis allée chercher le livre du défi lecture avec Pénélope parce que je l'attendais à la médiathèque, qu'il n'a jamais été dispo et que le mois de janvier est presque fini, donc là il faut quand même que je m'y mette. Donc je l'ai acheté et je vais attaquer ça, mais je ne vais pas vous en parler puisque ça sera dans le vlog dédié. Voilà, micro point de situation ce mercredi, je sais pas quand j'aurai à nouveau le temps de filmer. Si j'aurai à nouveau le temps de filmer aujourd'hui, donc je préfère le faire maintenant. Et puis on se retrouve soit ce soir, soit demain pour des avancées de lecture. A plus tard. Coucou, alors on est jeudi et j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai lu en fait, j'ai passé ma journée à lire. Donc j'ai terminé un des livres de l'Explora Livre, je vous montre ça tout de suite. J'ai terminé Sirius de Stéphane Servant. Je sais pas trop si j'ai envie d'en parler ou pas en fait. J'ai pas trop envie d'influencer éventuellement la lecture d'autres personnes de l'Explora Livre, mais en même temps j'ai un peu envie d'en parler. Bon, si jamais vous voulez rien savoir et pas être influencé, je pense à Pénélope par exemple, et bien passe ce passage, voilà. Donc, dans Sirius, on va suivre 2 personnages principalement, à savoir Avril, qui est a priori une adolescente, on sait pas trop son âge, je dirais peut-être 16 ans, quelque chose comme ça,
qui s'occupe d'un jeune garçon qui s'appelle Kid, qu'elle appelle Kid, et qui a peut-être 6 ou 7 ans. J'avoue que je pense qu'on pourrait le calculer a priori, mais j'ai pas trop fait. Mais bon, il est pas, c'est pas un, c'est un jeune enfant quoi. Tous deux vivent totalement isolés du monde parce que le monde est parti en cacahuète. C'est un petit peu un contexte à la Aurélie Wallenstein ou à la Octavia Butler si vous voulez. Où en gros le monde est hyper hostile. Tant qu'il n'y a plus d'animaux, que les animaux ont tous été exterminés par les hommes parce que les hommes pensaient que c'était la cause de leurs maux. Il n'y a plus d'animaux, c'est un peu la misère. Quand Kid est né, c'était déjà un petit peu le caca, donc lui n'a jamais connu l'avant, entre guillemets. Alors qu'Avril, un petit peu quand même. Bref, donc tous deux vivent dans un arbre caché. Ils survivent grâce aux denrées qu'ils trouvent dans des capsules, vous voyez les trucs militaires là qui sont parachutés à travers le pays. Ils en ont une pas très très loin de chez eux, donc ils se servent quand ils ont besoin. Et puis voilà. Évidemment, il y a un gros crack boom badaboom qui fait qu'ils sont obligés de partir, sinon il n'y aurait pas vraiment d'histoire. Et on va suivre en fait la quête que poursuit principalement le personnage de Kid, puis en fait d'Avril. Au début, Avril le suit Kid et ensuite elle-même comment dire, commence à être et à croire à cette quête. Et il va y avoir le personnage notamment de Sirius, je ne vous dirai pas qui est Sirius, vous verrez bien vous-même, ainsi que d'autres personnages qu'on va croiser. L'idée de base n'était pas trop mal. On sent qu'il y a une véritable volonté dans ce livre de, comment dire, de faire comprendre au lecteur que la vie humaine ne vaut pas mieux que la vie animale et que toute vie a de la valeur, que il est anormal de considérer que nous sommes supérieurs aux autres animaux sous prétexte que nous pouvons lire, écrire et compter. Ça n'a pas de sens et on sent clairement qu'il y a un parti pris concernant le traitement des animaux, le traitement passé des animaux et aussi encore actuel dans le livre, puisque il y a ceux qui sont contents de voir des animaux quand ils en voient parce qu'en fait on n'en voit plus, et il y a ceux qui ont encore la mentalité de croire et de penser que les animaux sont la cause de l'épidémie qui s'est répandue et donc les tuent en fait. On va très vite comprendre que ou en tout cas on va très vite soupçonner que le personnage de Kid a une espèce de connexion particulière avec les animaux. On en croise assez peu parce qu'il y en a, comme je vous disais, plus beaucoup. Mais il a une connexion particulière avec les animaux, mais ça a un côté très métaphorique, je trouve. Le côté très c'est un enfant innocent qui n'a pas vu tout ce qu'il y avait avant, qui n'a pas connu tout l'avant, qui n'a pas connu les animaux et qui a un regard sur les animaux qui est très innocent, qui est très respectueux parce que comme ils sont rares et comme c'est des êtres vivants, il a du respect pour eux et il y a vraiment un côté métaphorique autour de ça qui est intéressant. Les idées de base qui sont dans ce livre sont bonnes et auraient pu donner quelque chose qui était excellent, mais, et c'est là où on arrive au mais. Le problème, j'ai trouvé, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez développées. Je vais m'expliquer. Par exemple, pendant des jours et des jours, les enfants ne mangent pas et ils continuent à marcher, ils continuent à vivre. Je trouve ça assez... Enfin, je veux dire, je suis pas une grande experte en dystopie et autres post-apo et compagnie, mais il y a un moment où il faut un minimum de cohérence. Quand les gamins n'ont pas bouffé depuis 3 jours, à part une pauvre racine, je vois pas comment ils peuvent continuer à se déplacer, à courir, à se battre. Quand les gamins n'ont pas bu, puisqu'on parle jamais, on ne parle du fait de boire, par exemple. À un moment donné, on pourrait se dire... Alors au début, moi je me suis dit, c'est dans leur sac à dos, quoi. Et puis c'est tout, en fait. On n'en parle pas parce que ils ont des réserves. Sauf qu'à un moment donné, ils perdent toutes leurs affaires, sauf ce qu'ils ont sur eux, donc ils n'ont plus d'eau. Et ils se déplacent pendant un certain temps sans boire, et je ne vois pas comment c'est possible. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment dérangée, et pourtant je suis pas hyper tatillonne sur ce genre de truc en général, mais j'ai trouvé ça dérangeant, j'ai trouvé ça bizarre. Vraiment, sincèrement, je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, mais comment ils trouvent de l'eau en fait? Où ils trouvent de l'eau? Ils n'arrêtent pas de dire que l'eau est contaminée, que tout est contaminé. Donc, où trouvent-ils de l'eau? Comment font-ils pour avoir de l'eau bonne à boire, en fait? Enfin, c'est hyper... voilà. C'est pas du tout dit, pas du tout décrit, c'est un peu bizarre. De temps en temps, on les voit manger quand même. Heureusement, faut pas exagérer, mais ça reste vraiment une fréquence assez ponctuelle. Et à très peu de moments, la nourriture semble être un de leurs objectifs, alors qu'a priori, quand on est dans la survie, l'un des premiers objectifs, c'est trouver de quoi se sustenter, et après trouver un abri pour se reposer, quoi. Là, tout l'aspect physiologique et nécessaire de nourriture n'est pas du tout ou très peu évoqué, quoi. Ça m'a vraiment dérangé. Autre chose qui m'a dérangé, et on est dans le même délire, c'est que
donc c'est dit dans le livre que le temps change tout le temps, il n'y a plus de saison en fait. Un jour il peut neiger, le lendemain faire canicule. C'est totalement déréglé, c'est le gros bazar. Et donc à un moment ils se déplacent dans la neige, ils n'ont plus rien pour se protéger du froid, mais on parle jamais du fait qu'ils ont froid. On parle jamais de... Par exemple, ils s'arrêtent pour dormir, je crois qu'ils n'ont qu'une couverture de survie. Ils s'arrêtent pour dormir et on parle jamais du fait que, enfin, une couverture de survie, ça fait pas tout, quoi. Je veux dire, quand on dort quasiment à même le sol dans la neige, vous voyez, tous ces aspects physiologiques sont vachement éliminés du texte et survolés comme si on s'en fout, quoi. Alors que moi, ça a dérangé ma lecture. Sincèrement, ça a dérangé ma lecture parce que, en fait, ça donne une perception des personnages qui n'est pas juste, je pense. Ça donne l'impression qu'ils sont surhumains, qu'ils sont plus forts que des humains normaux. Et je pense pas que ce soit le cas. Je pense que l'auteur a écarté tous ces aspects-là pour des raisons qui lui sont propres. Mais quand on aime bien les trucs un peu cohérents, c'est un peu gênant, quoi. Autre chose, autre point, autres aspects qui m'ont dérangé, c'est que on a un schéma qui est très répétitif sur fuite, rencontre d'un personnage, rencontre en général d'antagonistes plutôt que de gentils, mais l'un ou l'autre. Problème, fuite, et après de la fuite découle à nouveau une rencontre avec un personnage, des problèmes, à nouveau la fuite. Et en fait ce schéma est tout le temps répété. Et au bout de la troisième fois où on croise le même schéma, enfin moi j'en étais arrivée à me dire de toute façon, bon bah ils vont s'enfuir quoi. Et du coup, ça perdait un peu de... Bah voilà, l'aspect un peu... Je m'inquiète pour les persos, quoi. Enfin, parce que... ça faisait 3 fois que c'était arrivé, quoi. De la même façon, toutes ces quêtes, toutes ces aventures qu'ils vivent en rencontrant des personnages, en arrivant à des endroits, bah c'est jamais creusé. Donc, c'est toujours très survolé. Ils vont rencontrer quelqu'un qui va être, par exemple, méchant, qui va essayer de les retenir. Puis la personne va se rendre compte qu'en fait, c'est des bons gamins, donc allez-y, partez, et tout ça en l'espace de 24 heures, quoi. Et du coup, il y a un manque, moi je trouve, de cohérence et de crédibilité par rapport à ça. Et il y a un manque réel de description de l'univers, de description des choses. À un moment, ils arrivent dans une ville où on apprend que dans cette ville est totalement barricadée. Ils nourrissent un petit peu les réfugiés qui sont en bas des murs, histoire de dire, ils ont de quoi manger, donc ils vont pas nous attaquer. Mais c'est tout. Et on apprend qu'en fait, dans cette ville, potentiellement, il se passe des trucs assez affreux, assez bizarres, assez particuliers. Et en fait, voilà, on vous lance ça et puis on n'en parle plus jamais, quoi. Et à plein de moments, il se passe ce genre de choses où on va soit rencontrer des personnages ou des lieux ou voilà, des antagonistes. Et on creuse jamais en fait. Et c'est hyper frustrant. Et même finalement, le personnage d'Avril, on a l'impression qu'il y a un gros secret derrière, qu'il y a des trucs à révéler et tout. Bah en fait la révélation elle tombe un peu à plat parce que finalement au fil de l'histoire quand la révélation arrive c'est trop tard, on s'est déjà douté de tout ça et on a déjà a priori plus ou moins compris tout ce qu'elle va dire, donc il n'y a plus de révélation si vous voulez. Et bref, il y a plein d'aspects qui sont pas creusés, il y a plein de choses qui sont un peu incompréhensibles, on comprend pas pourquoi l'humanité en est arrivée là, on comprend pas vraiment comment non plus, parce qu'on comprend qu'il y a un virus qui a rendu stériles tous les humains, tous les animaux, mais on comprend pas à quel moment ça fait que tout le monde s'entretue et... Enfin, je sais pas. Il manquait, en fait, à chaque fois, il manquait des détails, il manquait d'être creusé. Alors, apparemment, ça serait plutôt un jeunesse quand même grand, pas non plus tout petit, mais même, en fait, enfin, je veux dire, peut-être que quand on est plus jeune, on voit pas ce genre de détails parce qu'on est plus pris par l'histoire et qu'on a moins d'expérience de lecture. Donc, on a moins d'attentes par rapport à tout ça, mais c'est pas une raison dans le sens où écrire un jeunesse, ça veut pas dire zapper plein d'aspects parce que c'est un jeunesse quoi. Enfin après, je pense que c'est un plus ou moins un jeunesse, mais quand je dis jeunesse, c'est, vous voyez, c'est pré-ado quoi. Bref, du coup en fait, ce qui aurait pu être une bonne lecture, s'est révélé une lecture moyenne. C'était pas mauvais, mais j'ai pas eu trop d'attachement pour les personnages. Il y a vraiment des aspects qui m'ont un peu agacé, genre le langage de Kid qui se détériore au fil de la lecture alors que en fait quand il pense limite il fait des vers, il fait de la versification et quand il parle il babille comme un tout petit quoi. Alors j'ai bien compris qu'il y avait une volonté de dire quelque chose derrière ça mais c'est un peu pénible à lire, je vous cache pas qu'il y a des moments voilà. Bon bref, du coup c'était pas franchement mauvais, on peut pas dire que c'était mauvais. Heureusement que ça se lit vite parce que j'aurais pas insisté si ça avait été long à lire quoi parce que je vous dis, au bout de la troisième fois, on voit le même schéma, on voit les mêmes choses, et puis très vite, en fait, on comprend les tenants et aboutissants. Du coup, on espère qu'il y aura quelque chose en plus, mais bon. Voilà, donc c'était pas franchement une mauvaise lecture. Il y avait un bon postulat, il y avait des bonnes idées, il y avait quelque chose à développer, et en fait, en soi, c'est pas mal écrit. C'est juste que ça manquait
cruellement à mon sens d'approfondissement. J'avais un peu l'impression de lire la parabole du semeur version midinette, quoi. C'était bon, peut-être que c'est parce que aussi j'ai lu la parabole du semeur il y a pas très longtemps et que ça ressemble sur plein d'aspects, mais en version très mignonne, même s'il se passe des trucs quand même durs, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, en version léger, quoi. Enfin, je sais pas. Du coup, je suis pas convaincue, quoi. Je suis contente de l'avoir emprunté et de ne pas l'avoir acheté parce que je ne suis pas du tout convaincue et je sais que je ne le relirai pas. Ensuite, avec Pénélope, nous avons terminé la lecture de Tress de la mer d'émeraude de Brandon Sanderson. Je ne vais pas en reparler. J'ai tellement développé le propos la semaine dernière que je pense qu'on a compris. C'était génial, c'était incroyable. J'ai adoré, la fin était trop bien. Je, je n'ai rien à en redire en fait. C'était En fait, je trouve que c'est d'une intelligence incroyable. Je trouve que c'est différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, à part l'exemple dont je vous ai parlé, qui était un peu Jacques le Fataliste de Diderot. Il y avait un côté un peu comme ça, mais sinon, c'est différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Tout est bien pensé, tout est pointu, tout est intelligent, tout est cohérent, tout se tient, tout. Enfin, que dire de plus, quoi. En même temps, on sait que Brandon Sanderson est un génie, hein, je veux dire, c'est pas nouveau. Le type, il a juste 40 sagas en cours d'écriture en simultané, et bon, voilà, on a bien compris que... Puis en plus, de la SF, de la fantasy... Allez, allons-y. Oui, il me fascine, mais soit. Bref, c'était incroyable. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le projet secret numéro 2, qui sort le 11 avril, si je ne m'abuse, et bah, de le découvrir avec Pénélope, parce que je pense que du coup, on va tous se les découvrir ensemble, tant qu'à faire. Mais quelle lecture incroyable. Le seul regret que j'ai par rapport à ce livre, je vous le dis, c'est le choix de ce jaune, je n'aime pas du tout. Mais sinon, quelle lecture incroyable. En fait, c'est un bouquin qui est de qualité, le papier est de qualité, les illustrations sont magnifiques, il y a un confort de lecture véritable. Même l'intérieur est beau, quoi, je veux dire chose, mais c'est génial. Le seul défaut, je vous dis, c'est ce jaune fluo. Moi, je suis pas fan de ce jaune fluo. Voilà. Donc si ça ne tient qu'à ça, je vous invite à essayer, à le lire, à découvrir. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, sincèrement. Parce que je pense que plein de gens vont être dérangés par le narrateur qui intervient, qui donne des réflexions supplémentaires, qui vous coupe un peu de l'aventure. Ça, je pense que c'est vraiment une question de goût, mais je pense qu'il est difficile de nier le talent d'écriture de cet homme, très sincèrement. Bref, je vais pas m'étendre sur Tress, parce que je pourrais en parler des heures. Il fera partie sans aucun doute de mes favoris 2023, d'ores et déjà je peux vous le dire. Ensuite, la semaine dernière j'avais terminé, donc mercredi dernier, Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein, dont je ne vous ai pas reparlé. Pourquoi? Parce que c'était une lecture sympa, mais j'ai pas été hyper convaincue. De tous ceux que j'ai lus, c'est celui que j'ai le moins aimé. Parce que, en fait, je pense que j'ai pas trop aimé les personnages. J'ai pas accroché, en fait. Il y a 3 personnages, il y a une jeune femme et enfin c'est des ados en fait, hein, et 2 garçons. Et ils sont assez caricaturaux, enfin bon bref, je trouve pas que ce soit le plus abouti d'Aurélie Wallenstein. Après il y a de très bonnes choses, comme toujours il y a des réflexions par rapport à l'humanité et son rapport aux animaux, par rapport à l'écologie, par rapport à la place des humains dans le monde, dans le vaste monde. Il y a plein de réflexions hyper intéressantes, c'est relativement violent aussi, mais c'est moins abouti, je trouve, que par exemple le Dieu Oiseau, qui pour moi est bien supérieur. Donc c'est pas une mauvaise lecture. Je pense qu'en fait, si j'avais commencé par ça, j'aurais beaucoup plus apprécié. Ayant commencé par le Dieu Oiseau, qui est incroyable, et enchaîné avec d'autres qui sont quand même très bons, c'est pour ça, je pense que je suis pas hyper convaincue. Si vous n'avez jamais lu d'Aurélie Wallenstein, peut-être commencer par celui-ci, qui est, je crois, si je ne me trompe pas, un de ses premiers. Donc ceci, ouais, 2015. Ceci explique peut-être cela, 2015, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez jamais lu d'Aurélie Wallenstein, commencez peut-être par les plus anciens pour lire les plus récents, en fait, au fil, quoi, parce que je pense qu'elle a clairement gagné en niveau et clairement gagné en expérience d'écriture, et ça change beaucoup. Ensuite, j'ai attaqué Liens de sang d'Octavia Butler. Je vais vous présenter Madame Octavia Butler, qui est ici. Une femme incroyable et une autrice de talent indéniable. Donc dans Liens de sang, on va suivre Dana, qui est une jeune femme noire qui vit à côté de Los Angeles et qui a la trentaine, quelque chose comme ça, qui est mariée avec Kevin, qui est un homme blanc, et qui du jour au lendemain, ils sont en train de discuter, et puis elle disparaît comme ça, et puis elle réapparaît au bord d'une rivière avec un petit garçon qui se noie et qu'elle essaye d'aller sauver, et qu'elle sauve et qu'elle réanime, et quand elle revient,
chez elle, son mari l'a vue disparaître pendant quelques secondes, alors qu'en fait elle est partie plusieurs minutes quand même. Et là commence un petit peu une sorte de cauchemar, hein, entre guillemets, même si je la trouve très très philosophe, hein, sur ce qui lui arrive, puisque ça va recommencer, elle va redisparaître, retourner auprès de cet enfant. Son mari la voit disparaître et réapparaître. Les temporalités ne sont pas les mêmes. Quand elle part plusieurs heures, pour lui ça fait plusieurs minutes, donc voilà. Et surtout, elle se rend très rapidement compte qu'elle disparaît et qu'elle apparaît surtout dans le passé, à savoir au début du 19e siècle dans le sud des États-Unis, donc pendant l'esclavagisme des Noirs. Et étant une femme noire, c'est évidemment hyper dangereux pour elle. Donc je n'ai pas énormément lu, puisque vous voyez, j'ai lu ça c'est ce qui me reste pour aujourd'hui. Donc j'en suis un peu encore au début, mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est quel talent d'écriture, mais quel talent d'écriture. Moi, dès la première page, j'étais accrochée, elle m'avait ferrée et je ne pouvais pas lâcher le bouquin. Et c'est parce que je suis en LC et qu'on s'est un peu fixé un découpage pour en discuter et puis prendre le temps aussi un petit peu de savourer ce livre. Mais sinon, je l'aurais pas lâché, je l'aurais enchaîné parce que c'est tellement, tellement bon, tellement incroyable. Elle traite de tellement de sujets, voilà, et c'est bien écrit surtout, et je sais que c'est en traduction, j'imagine qu'en VO ça sera bien meilleur encore. Bref, je vous en reparlerai quand j'aurai fini pour savoir ce que je peux dire ou pas dire, et qui serait trop spoilant ou pas. Mais sachez juste que je pense que je n'aurai de cesse que de découvrir tous les écrits traduits d'Octavia Butler, parce que je suis happée par sa plume, happée par ses histoires, happée par la manière dont elle raconte les choses, happée par l'intelligence du propos, happée par la vérité. C'est ça en fait aussi, c'est que c'est très vrai ce qu'elle raconte et on sent que c'est vrai, on sent que ça la concerne, on sent que c'est pas anodin. On sent, et en plus cette façon de raconter, on a l'impression qu'elle vous prend par la main et qu'elle vous raconte l'histoire. Moi j'ai l'impression d'entendre sa voix dans ma tête, alors que je ne sais même pas quelle voix a cette dame. J'imagine sa voix dans ma tête. J'ai l'impression je sais pas vous dire, c'est vraiment un ressenti extrêmement particulier. C'est un ressenti qui est très fort. Je ressens pas forcément souvent ça avec des... En tout cas, d'un point de vue personnel avec l'auteur, quoi, ou l'autrice. Je peux aimer des textes, je peux trouver ça très bien écrit, mais là, je trouve qu'avec Octavia Butler, il y a un truc très particulier qui fait qu'on a l'impression qu'elle vous raconte ça directement et qu'elle vous prend par la main et qu'elle vous dit, mais maintenant, regarde et réfléchis, quoi. Bref, je suis vraiment... Voilà, en plus cet ouvrage est magnifique. Donc voilà, je vous en reparlerai. Je ne doute pas que ça soit une bonne lecture, très sincèrement. Et je conclus ce petit point lecture avec la prochaine lecture commune de Pénélope et moi-même, à savoir L'impératrice du sel et de la fortune de... Et là c'est le moment où je prononce mal le nom et n'hésitez pas à me corriger si vous savez le prononcer. Ngivo. Je trouve toujours un petit peu dommage de ne pas mettre quelques mots sur l'auteur ou l'autrice dans les ouvrages. Juste, ne serait-ce que eh bien les origines de la personne, sa nationalité, parce que ça donne quand même des fois des indications aussi que c'est un petit ouvrage très mignon, avec eh bien, toujours les présentations, j'imagine, un peu typiques de la Talente en ce format, qui sont pas trop mal, hein, on a de la marge, on n'est pas non plus trop à l'étroit. C'est du papier qui a l'air d'être du papier recyclé, voilà. Oh là, d'un seul coup, c'est mou, il y a un éclair de lumière là. Bref, L'impératrice du sel et de la fortune, moi ça me tente beaucoup. Je trouve que ça a l'air très inspirant, donc on va lire ça avec Pénélope. C'est 110 pages, hein. Ça risque de faire la soirée à tout péter. Mais bref, on va découvrir ça et je vous en reparlerai également. Donc dès que j'ai terminé ma partie de Lien de sang, j'attaque le livre pour le défi lecture avec Pénélope, dont je ne peux pas encore parler. Je dois filmer des plans à part et ça va être compliqué parce que là j'ai des plans de partout. Il faut vraiment que je fasse un tri et que je fasse du montage pour trier un peu tout ça. Mais bref, donc je vais attaquer ça je pense ce soir et puis je vais essayer de le lire assez rapidement de manière à qu'il soit lu pour la semaine prochaine, ça serait bien. À mon avis, j'aurai plus le temps ce week-end pour celui-là, mais on verra. Bref, donc j'ai quand même pas mal filmé, je vais vous laisser là. On se retrouve du coup je pense demain pour un point sur l'impératrice du sel et de la fortune, ainsi que Lien de sang que j'aurai avancé. Voilà, à demain. Et coucou,
on se retrouve, on est vendredi, j'ai reçu quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, pour l'explication, j'ai candidaté pour être jurée au prix des lecteurs du livre de poche et j'ai été sélectionnée dans le rayon imaginaire et donc je vais recevoir 6 livres de la part du livre de poche. C'est mon premier service presse, c'est hyper émouvant quoi. Et j'ai reçu le premier, donc je voulais vous montrer, je l'ai pré-ouvert parce que c'est un carton inouvrable. Et donc le premier c'est Quitter les monts d'automne d'Émilie, je ne sais plus, Kerbalek, oui. J'en ai entendu parler, je crois, chez Camelot Magique à Doux. Donc je suis contente parce que, en fait, je l'avais pas forcément dans ma Wish, pas forcément dans ma palle, et je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Et vous voyez, spontanément, je m'y serais pas forcément dirigée, alors que de mémoire, c'était pas mal. Donc je suis trop contente. Je ne vais pas forcément le lire immédiatement, donc c'est le livre de février. J'ai pas trop la pression parce que je crois que dans les livres, il y en a 2 que j'ai déjà lus, il me semble. Donc sur les 6, il y en a 2 que j'ai déjà lus. Donc j'ai pas trop la pression en termes de... Enfin, de toute façon, un par mois, ça va aller, je pense. Mais je vais pas l'attaquer tout de suite, parce que je dois d'abord vraiment attaquer le livre pour le défi lecture avec Pénélope, que je ne vais pas vous montrer, sinon ça serait un gros spoiler pour Pénélope, donc je filme ma part séparément. Mais j'ai vraiment très envie de le découvrir. Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez aimé, sans spoil, bien évidemment. Et puis je vous en reparlerai. Donc voilà, je suis trop contente. Sinon, hier avec Pénélope, on a lu L'impératrice du sel et de la fortune de Nguivo. Je ne sais toujours pas dire, je suis désolée. J'écorche sûrement le nom de cette personne et de cette autrice en l'occurrence. Bref, on l'a lu dans la soirée, hein, on l'a lu en quelques heures. C'est assez court, ça fait quelque chose comme 110 pages, 115 pages maximum. Et ça se lit très bien, très vite. C'était vraiment une chouette lecture. C'est très particulier parce que on a un personnage principal qui est tantôt genré au féminin, tantôt genré au masculin. Et Pénélope a regardé, apparemment, en VO, il est genré au neutre. Donc je ne sais pas s'il y a une raison à ce choix de genre qui change et qui... Voilà, je sais pas. Donc c'est un peu déstabilisant parce que d'une phrase à l'autre, c'est il ou elle. Après, ça peut s'entendre, hein, je veux dire, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on choisit de genrer de manière aléatoire. Donc à voir s'il y a une raison particulière à ça. En tout cas, c'était une ambiance vraiment particulière. Donc le personnage principal, qui s'appelle Shi, je crois, arrive dans un palais, il me semble, qui est abandonné. Et il trouve sur place une vieille dame qui se fait appeler Lapin et qui va lui raconter au fil des jours l'histoire passée de la fameuse impératrice du sel et de la fortune. Au fur et à mesure que lui découvre un peu des objets qui sont encore présents et qui lui montrent et ils en parlent et il y a toute une histoire autour. Et on va dérouler le fil de l'histoire de l'impératrice du sel et de la fortune qui s'appelle Inyo, je crois. C'est à la fois très sensoriel, il y a beaucoup de descriptions qui sollicitent la vue, qui sollicitent le toucher, qui sollicitent l'ouïe aussi. Donc c'est très sensoriel, c'est très feutré, ça a un côté pudique je dirais, qui est vraiment assez incroyable. Moi j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Après si on cherche un livre d'action, voilà. Mais moi j'aime beaucoup ce genre d'ambiance très feutrée, très douce, très... Il se passe des trucs assez violents, mais c'est... je sais pas comment vous dire, ça a vraiment... Ça a ce goût, cette saveur un petit peu... ouais, je dirais typiquement asiatique. J'en sais rien, je pense qu'il y a plein d'écrits asiatiques qui ne sont pas du tout feutrés. Mais en tout cas, l'image qu'on en a dans les cérémonies, dans le folklore un peu asiatique, qui est très posé, très calme, qui est très sensoriel et en même temps... ouais, pudique, c'est le mot. Bref, c'était une très bonne lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé suivre ce personnage, tous les personnages d'ailleurs. J'ai ressenti un peu des vibes à la Un psaume pour les recyclés sauvages par moment. Est-ce que c'est lié au fait que le format est le même, hein, pas le cartonné, mais le format intérieur est le même, donc c'est purement dans ma tête. Ou est-ce que c'est cet aspect très doux, très récit un peu, enfin je sais pas. Je saurais pas trop vous dire pourquoi j'ai ressenti ça, mais je pense que c'est le personnage de Chi qui m'a fait penser un petit peu au personnage de Dex. Toujours est-il que c'était vraiment très chouette. Je saurais pas trop vous en parler parce que c'est vraiment typiquement un livre d'ambiance. Le personnage de l'impératrice est hyper fort, hyper intéressant, très intelligente. Il y a vraiment un côté assez libéré dans le texte en termes de sexualité.
Les questionnements sont intéressants, enfin voilà, c'est particulier en fait. Encore une fois, c'est un livre qui est un peu hors catégorie, je trouve. Je ne sais pas combien sont prévus, je sais que c'est une saga, qu'il y en aura plusieurs. J'imagine qu'à chaque fois, on va suivre ce personnage de Shi qui va aller peut-être de palais en palais découvrir des histoires, puisque lui, je crois qu'il est archiviste, quelque chose comme ça, donc il a un peu un rôle de mémoire, quoi. Et donc peut-être, j'imagine qu'on va suivre ce personnage à travers les récits qu'on lui fait d'époques passées. Je n'en ai aucune idée, c'est une supposition de ma part, mais en tout cas, très bon ouvrage, ça se lit très bien, ça fait une très bonne pause entre deux gros pavés, ça fait un moment vraiment hors du temps quand on lit ça, je trouve, et c'était super. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, bonne lecture, je vous le recommande si vous aimez bien tout ce qui va être plutôt ambiance, en tout cas livre d'ambiance, si vous aimez bien ce qui va être ambiance asiatique, si vous aimez le côté un peu folklore passé asiatique, c'est parfait. Si. Je voulais vous parler de ma lecture de Prince Captif. Donc j'ai lu le tome 1 de Prince Captif et voilà, je voulais vous en parler parce que en fait je réfléchis depuis quelques jours à comment en parler et je voulais aussi attendre un peu d'avoir commencé le 2 pour voir où ça allait et finalement, du coup c'est bien, j'ai bien fait d'attendre, ça a tempéré un peu mon avis. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce livre que je n'ai pas du tout suivi parce que moi j'ai pas du tout suivi la sortie et tout ça et que ça m'intéressait pas. Je décidais de le lire parce qu'il était en promotion en format e-book et qu'il y avait l'intégrale à 10 €. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ce livre dont on parle un peu partout, ou du moins dont on a parlé un peu partout. Bon. Donc, dans Le Prince Captif, on va suivre l'histoire de Damen, qui est un prince d'un pays que j'assimile personnellement à quelque chose de plutôt grec antique, on va dire, et qui est trahi par son demi-frère, qui apparemment a fait assassiner leur père, et lui s'est débarrassé de Damen, qui est l'héritier légitime, en le réduisant en esclavage et en l'envoyant dans le royaume ennemi comme cadeau au prince Laurent, donc qui est le prince de l'autre pays. Voilà. Dès le début, on comprend que ça va être un peu compliqué pour Damen, d'une part parce que c'est un esclave, hein, et d'autre part parce que le royaume de Ver, donc le royaume de Laurent, est quand même particulièrement cruel avec ses esclaves, c'est-à-dire que Damen, dans son pays, il y a des règles autour des esclaves, il y a il y a un certain respect, oui bon, un certain respect. Alors bon, ça reste de l'esclavage, hein, c'est pas voilà, mais il y a quand même un certain respect des individus qui sont esclaves, ce qui n'est pas du tout le cas à Ver, et donc il comprend bien qu'il va en chier concrètement, d'autant qu'il est offert à Laurent, et en fait Laurent déteste profondément la patrie, donc Achilleos de Damen, et surtout le prince Damianos, qui est Damen c'est son surnom, parce que Damen a tué son frère il y a 6 ans, je crois, lors de la guerre entre les deux royaumes, et donc forcément, vous imaginez bien que Laurent lui en veut un petit peu. Donc il ne sait pas que cet esclave est le prince, même si on sent qu'on se doute un peu, ou du moins que lui se doute un peu, mais il lui fait quand même payer ses origines et ce nom qui a été choisi, parce qu'il s'imagine que le prince, le roi maintenant, donc le demi-frère de Damen a choisi de lui donner cet esclave en choisissant volontairement ce nom pour l'énerver. Donc Damen paye un petit peu les pots cassés. Voilà, ça c'est le gros résumé très très gros de Prince Captif. Dans le tome 1, on va suivre plutôt la vie à la cour de Ver et un peu toutes les intrigues politiques dans lesquelles sont plongés tous les personnages en fait, puisque Laurent n'étant pas officiellement majeur, il ne règne pas. C'est son oncle qui est régent et les relations sont pas très très bonnes entre les deux. Donc on suit toutes ces intrigues politiques avec Damen qui est un peu au milieu parce que le régent essaie ou aimerait se servir de lui pour espionner peut-être son neveu et que Laurent n'est pas du tout stupide et voit bien venir le truc. Et voilà, on suit un peu tout ça. Je vais vous donner très honnêtement mon avis. Je trouve que les intrigues politiques sont intéressantes. Je trouve que le développement des personnages est vraiment très très bon. Surtout Laurent, on sent qu'il y a un vrai truc derrière ce personnage, qu'il a vraiment été construit, que dans le tome 1, il est odieux, affreux et tout ce que vous voulez, mais ça n'excuse rien. Mais en tout cas, il y a un background derrière. Tous les personnages, voilà, il y a une finesse au niveau de l'intrigue et de la politique qui est très bonne. Je ne peux pas m'empêcher de déplorer le besoin, qui n'en est pas un à mon sens, de rajouter des scènes franchement
affreuses de violence, que ce soit de violence physique, je veux dire, voilà, de frapper quelqu'un, ou de violence sexuelle à l'encontre de Damen. Je n'en vois pas l'intérêt, je ne vois pas ce que ça ajoute à l'histoire. Alors à la limite, la violence physique quand il se fait fouetter, etc. Bon, dans l'histoire ça passe, on voit l'intérêt, on peut voir où ça va, bien que, bon. Mais alors le reste, franchement, ça n'est pas nécessaire. J'ai bien compris qu'on voulait montrer que les esclaves étaient considérés comme rien du tout. Je ne pense pas qu'il y avait besoin de force de détail pour ça. Je pense que juste évoquer la situation aurait suffi. Et ça, c'est le côté un petit peu, à mon sens, comment on peut dire, racoleur du truc qui, moi, me dérange parce que je ne trouve pas que ça serve du tout l'histoire, ni les personnages. Je ne vois pas en quoi le fait que Damen soit confronté à ça développe sa psychologie, pas du tout, il reste égal à lui-même, et donc du coup je ne vois pas l'intérêt, très sincèrement, de donner autant de détails. Je pense qu'il y a une volonté de faire du érotico, voilà, mais moi ça m'a dérangé, j'ai pas du tout aimé. Après, concernant toutes les polémiques que je n'ai pas suivies ou de très très loin, je ne pense clairement pas qu'on soit dans un livre qui soit raciste, puisque on parle de deux sociétés concrètement occidentales, hein, parce que le royaume de Damen, ils sont peut-être un peu plus bronzés, entre guillemets, mais c'est des Grecs, hein. Concrètement, on est sur du royaume romano-gréco, voilà. On n'est pas... on est quand même sur un royaume qui se défend, qui n'est pas asservi, où c'est la guerre avec l'autre, donc bon, voilà, c'est... Je vois pas cet aspect-là, moi je l'ai pas vu en tout cas. Le royaume de Laurent, c'est plus un royaume qui serait, j'allais dire médiéval, mais c'est même pas médiéval, ça serait plus Renaissance, vous voyez, un peu plus côté château fort, habits très luxueux, plein d'or partout, alors que Damen, on décrit clairement qu'il s'habille en toge, en vêtements légers, enfin voilà. Pour moi, on est vraiment sur un espèce de conflit entre un peuple qui serait romain-grec et un peuple qui serait plus nordique, quoi. Mais c'est tout. Moi, ce qui me dérange, la seule chose qui me dérange vraiment dans tout ça, je vous dis, c'est cette description hyper détaillée, très gênante, qui n'avance pas l'histoire à mon sens, vous voyez. Autant dans, par exemple, Cuchiel, où on a ce genre de description, on voit en quoi ça touche Phèdre, en quoi ça l'a fait évoluer, on comprend, il y a vraiment quelque chose derrière tout ça qui est très fort d'un point de vue psychologie du personnage. Autant là, pas du tout. Damen, il passe des trucs, il vit des trucs qui sont extrêmement humiliants, qui sont hyper violents, et à aucun moment ça ne le fait changer. Il va pas ni plus ni moins détester Laurent, il va pas être brisé psychologiquement, enfin ça ne change rien du tout, quoi. C'est juste des scènes que je trouve gratuites. Voilà. Le tome 2 a l'air d'être beaucoup mieux que le tome 1. On est vraiment plus dans de la politique, on est vraiment plus dans du développement du personnage de Laurent, qui est, je trouve, le plus intéressant de l'histoire. Concernant tout ce qui est sexualité et représentation, il y a quelque chose de très intéressant autour de ça, puisque dans le royaume de Verre, les hommes qui veulent avoir des relations hors mariage, en fait, eh ben, fréquentent d'autres hommes parce qu'il y a une véritable peur de l'enfant illégitime. Donc les femmes et les hommes ne sont ensemble que pour se marier et faire des enfants. Et ensuite, quand ils ont des relations extra-conjugales, c'est avec des personnes du même genre qu'eux. Donc il y a quelque chose d'intéressant derrière tout ça. À Aquileos, on sait pas trop, on a l'impression que c'est plus cool et c'est plus va qui veut avec qui. Mais voilà, il y a quelque chose d'intéressant derrière ça, concrètement. Mais voilà, comme je vous dis, je ne vois pas l'intérêt des détails glauques, sordides et hyper violents qu'a mis l'autrice là-dedans. Heureusement pour moi, et j'ai bien fait d'attendre, le 2 n'a pas l'air d'être du tout dans cette mouvance-là. C'est moins racoleur, c'est plus politique, c'est plus développement du personnage. Et c'est tant mieux, parce que les personnages sont intéressants et qu'il y a quelque chose à faire et qu'on voit bien que Laurent est hyper complexe. J'ai des petites théories sur pourquoi il est comme il est et pourquoi il a des relations compliquées avec son oncle. Je verrai si ça se confirme ou pas. Mais donc bref, voilà. Dans l'ensemble, c'est quand même une lecture qui est intéressante s'il n'y avait pas eu ces scènes inutiles à mon sens. Voilà. Mais heureusement, on a l'air d'être un peu épargné dans le 2, donc tant mieux. Voilà, donc je vais pas plus m'étendre, je vous reparlerai du 2 quand je l'aurai terminé. J'enchaînerai peut-être avec le 3, puisque là j'ai enchaîné le 1 et le 2. Je verrai selon comment ça se passe. Si je voulais ajouter quand même que je suis ravie vraiment qu'on n'ait pas, en tout cas que l'autrice ne se soit pas sentie obligée de développer une romance dès le tome 1 entre les deux personnages, parce qu'on sait qu'il va se passer un truc, hein, concrètement, je veux dire, c'est même limite vendu comme ça. Mais heureusement, elle ne le fait pas, ça aurait été extrêmement gênant et déplacé, vu les relations qu'ils ont, ça n'aurait eu aucun sens.
Donc c'est bien qu'elle ait choisi de développer leur relation en dehors du palais, en dehors de cette zone hyper toxique, pour que ça ait du sens, quoi. Parce qu'à un moment, faut pas déconner non plus. Il faut qu'il y ait une logique dans une relation. Enfin, il faut que chacun y trouve un peu son compte, un minimum, quoi. Bref. Je vous laisse pour là. Je vais aller lire Octavia Butler. Je vais aller lire le livre pour le défi lecture. Et on se retrouve, je pense, peut-être plutôt ce soir pour clôturer tout ça. Je vais monter tout ce que je peux avant et je rajouterai la scène de clôture pour que vous ayez le vlog demain à l'heure pour changer. Voilà, donc à plus tard. Salut, je reviens, on est samedi et je conclus au moment de poster la vidéo, donc elle ne sera pas à l'heure, si tant est qu'il y ait une heure, parce que depuis quelque temps c'est un peu aléatoire, mais soit. Donc hier j'ai assez peu lu, donc j'ai juste avancé Lien de sang et c'est de mieux en mieux, c'est assez incroyable, mais j'en reparlerai dans le vlog je pense de la semaine prochaine parce que je l'aurai terminé d'ici là. Je n'ai pas attaqué le livre pour le défi lecture, mais ça va être mon objectif premier et plus important de ce week-end, puisque le mois se termine mardi soir à minuit, et qu'il faut donc que j'ai lu ce livre avant mardi soir à minuit, sinon je ne serai plus dans les temps. Donc je vais vraiment me concentrer là-dessus ce week-end, et sûrement lundi, mardi à mon avis, parce qu'il fait 650 pages. Évidemment, j'ai pris un pavé, histoire de ne pas me faciliter la tâche, mais c'est pas grave. Bref, donc je vous laisse pour cette semaine de lecture qui a été plutôt riche, je trouve. J'ai terminé plein de choses. Normalement, la semaine prochaine, on va continuer l'espace d'un an avec The Riddler. Moi, je vais lire mon livre du défi lecture et terminer Lien de sang. J'espère avoir le temps de lire autre chose aussi. Ça sera sûrement le cas, mais plutôt fin de semaine du coup. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres ou si certains vous intéressent. Et puis on se retrouve du coup lundi pour une prochaine vidéo. Bye bye!